Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Je reçois aujourd'hui la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, de la République du Congo. Elle est également ministre coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo. Elle est en visite officielle au Maroc en tant qu'envoyée spéciale du président Denis Sassou Nguesso, qui est également président de la commission climat pour le bassin du Congo. Madame la ministre a ainsi porté un message écrit à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle a été reçue hier dans ce sens par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Arlette Soudan Nono, bonjour et merci de répondre à nos questions. Madame, bonjour, et puis c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Largement partagé, Madame la Ministre. Votre visite au Maroc donc s'inscrit dans le cadre de la préparation d'un sommet très important, celui des 3 bassins forestiers mondiaux qui est prévu en octobre prochain à la capitale Brazzaville. Quel est le bilan ou quelles sont les conclusions de votre tournée dans le cadre justement de la préparation de ce sommet de la plus grande importance? Écoutez, je vous remercie une fois de plus, mais j'aimerais peut-être, si vous permettez, engager la marche arrière, tout simplement pour vous ouvrir un peu ce qui a été fait en amont avant que je ne vienne en visite officielle ici au Royaume du Maroc, qui est ma seconde patrie. C'est un pays que j'ai... que je porte vraiment dans mon cœur et qui est porté également par une relation séculaire qui unit la République du Congo et la monarchie chérifienne. Donc, j'aimerais dire qu'en tant qu'envoyé spécial, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, à la tête de la commission climatique du bassin du Congo, m'a envoyé au mois de février, d'abord dernier, rencontrer le secrétaire général Antonio Guterres aux Nations Unies, pour justement l'inviter à cette coalition autour de ces 3 bassins. Et il a marqué son accord, et donc ça va être sous l'égide, pas simplement des Nations Unies, le sommet des 3 bassins des pays forestiers tropicaux mondiaux, mais également sous l'égide également de l'Union africaine, sachant que la commission climatique de climat du bassin du Congo, l'une des 2 autres commissions sœurs de la région continentale africaine, qui sont la commission climatique de climat des États insulaires et celle de la région du Sahel, seront également présentes. Mais l'enjeu aujourd'hui des 2 autres bassins, il est question d'un sommet. Le sommet, comme vous l'avez rappelé, des 3 bassins des écosystèmes et de biodiversité et des forêts tropicales. Quels sont ces bassins forestiers? Il y a le bassin du Congo. Oui. Il y a le bassin de l'Amazonie, il y a le bassin du Bornéo-Mekong de l'Asie du Sud-Est. Pourquoi ces 3 grands bassins? Parce qu'à nous 3, nous constituons 80% de la biodiversité mondiale. Et pourquoi il est d'importance que je marque, au nom du chef de l'État congolais, l'étape du Royaume du Maroc? Mais tout simplement parce qu'à l'origine de ces 3 commissions sœurs africaines, c'est Sa Majesté le roi du Maroc, lors de la grande COP 22 qui s'est tenue à Marrakech, cette étape de cette COP africaine, j'insiste, parce qu'il va être question là également de relations sud-sud. Sa Majesté a convoqué un sommet ad hoc, le sommet africain de l'action, le sommet africain de la coémergence de l'Afrique. Et il a proposé à ses pairs de 54 États africains de porter dans le cadre des changements climatiques, des commissions. Et donc, ces homologues ont adhéré à cette idée, et cette idée a vu le jour. Il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été inscrites au niveau de l'Union africaine, et aujourd'hui, ce sont des entités entières, institutionnelles, qui sont portées donc par cette institution continentale qui est l'Union africaine. Et donc aujourd'hui, vu l'urgence climatique, nous avons été donc voir le secrétaire général pour en faire un sommet mondial. Nous sommes dans cette urgence. Pourquoi? Mais nous ne pouvons pas être aujourd'hui les remparts de l'humanité en matière de remparts climatiques, parce que, je vous ai rappelé le chiffre de 80% de biodiversité. Et c'est surtout les poumons. Ce bassin-là du Congo, c'est vraiment le poumon. C'est aujourd'hui le premier poumon écologique aujourd'hui de la planète. Oui, voilà. Le bassin du Congo, à lui tout seul, porte 10% aujourd'hui de la biodiversité mondiale. Absolument. Le bassin du Congo, vous connaissez les forêts. Vous savez, les forêts, elles séquestrent pas moins de 1,5 milliard de tonnes de CO2, donc de carbone. Mais ce que l'on ne vous dit pas,
Mais c'est que derrière ces forêts, il y a d'autres écosystèmes qui sont différents, mais qu'on appelle les tourbières. En anglais, ce sont des peatlands. Mais ces tourbières, elles stockent pas moins de 31 milliards de tonnes aujourd'hui de CO2. Et accrochez-vous, c'est quand même pas moins de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le GIEC. Aujourd'hui, ces grands techniciens onusiens que nous avons autour de la CNU, que cet outil qui est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc, il y a urgence que les bons élèves que nous sommes en termes de régulation du climat mondial, sans nous, aujourd'hui, les objectifs de l'accord de Paris ne seront pas atteints. L'un des points fondamentaux de l'objectif de Paris, c'est le maintien de cette température aujourd'hui de notre planète à 1,5. Mais si nous touchons et nous laissons s'échapper ce dioxyde de carbone stocké dans les tourbières du bassin du Congo, vous imaginez les dégâts, mais nous basculons de 3 à 4 degrés Celsius. Donc aujourd'hui, et là je ne vous parle que des bassins du Congo, qui séquestrent à travers les forêts 1,5 milliard de tonnes de CO2, ces tourbières 31 milliards, je vous laisse en faire le calcul. Donc ce sont des chiffres, et nous avons également le bassin du Congo. Après ce puissant fleuve qui est l'Amazone, nous avons ce puissant fleuve qui est le fleuve Congo aujourd'hui, ne l'oublions pas, et qui aujourd'hui également porte également cette séquestration de ce carbone aujourd'hui, et nous portons également plus de 30 à 40% du bassin hydraulique de la planète. Alors, vous évoquez tous ces chiffres, Madame la Ministre. Il est très important aussi de rappeler que, effectivement, ces chiffres ont été répétés lors de toutes les COP. Il ne s'agit pas que de la COP 22, effectivement, que le Maroc a accueillie en 2016, mais la question qui se pose, c'est qu'il y a eu des engagements lors de ces COP, et bien avant. Or, quand on voit aujourd'hui l'état d'avancement de ces engagements pris par de grands pays, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes au point mort. Et on voit que ce sont des pays africains qui payent le prix fort de la pollution d'autres pays qui se sont engagés, ou pas d'ailleurs, à respecter justement ces fameux accords de Paris ou autres d'ailleurs. Écoutez, j'apprécie la pertinence de vos propos. Pourquoi? Mais vous avez su le dire, mais depuis Rio, en 92, où la notion d'environnement a migré vers celle de développement durable, nous avons eu l'étape cruciale de Copenhague, mais qui a été un désastre en 2009, où les dirigeants même puissants, dit-on, du monde, des zones nord, ne se sont même pas déplacés pratiquement. Mais un engagement a été pris de porter 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud que nous constituons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à ce stade, je vous laisse en faire le calcul depuis 2009. Mais nous pouvons dire peut-être que l'étape de Paris a été un grand moment, parce que nous avons au moins touché quelque chose dans le climat, un squelette qui s'est dessiné, qui est l'accord de Paris. Mais là également, nous prenons des textes, nous prenons des engagements, nous sommes dans une démarche déclarative. Mais nous voulons qu'il y ait de l'action, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en est conscient, même les climato-sceptiques sont dos au mur. Il y a aujourd'hui des questions de dégradation de notre environnement. Et je vous le rappelle, nous n'avons pas de planète. Et il faut que les pays pollueurs puissent respecter des démarches de pollueurs-payeurs. Les 100 milliards, nous ne les voyons pas. Tous ces engagements, Glasgow nous a déçus, il faut dire les choses, avec le réengagement des industries du charbon. Et en même temps, on nous demande, alors que nous sommes les moins pollueurs aujourd'hui, on nous demande quoi? Mais de nous désengager des industries extractives ou fossiles. Mais soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on nous donne en termes de compensation? Nous sommes des bons élèves de l'atténuation en matière d'adaptation. Est-ce qu'il s'agit d'aide, Madame la Ministre? Nous ne quémandons pas. Non, nous ne quémandons pas. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Nous rendons un service écosystémique, Madame. Que nous soyons clairs. Nous ne quémandons pas. Aujourd'hui, nous sommes constitués au travers de la commission climatique du bassin du Congo. Les autres bassins également sont organisés. Nous avons identifié qui nous sommes, nous savons qui nous sommes. Nous avons des projets qui portent l'économie verte. Il nous faut lever une économie circulaire pour nos populations. Au centre, nous devons éradiquer la pauvreté. C'est l'un des objectifs, des 17 objectifs du développement durable. Nous avons droit à une transition énergétique, mais pour cela, il nous faut des financements. Nous voulons aller vers la solution basée sur la nature. On est d'accord. Tout ça, nous l'avons acté.
tout en notifiant que nous sommes les moins pollueurs aujourd'hui, mais nous sommes ceux qui mobilisent le moins. Nous avons besoin d'une chose simple. Pourquoi je dis que nous ne commandons pas? En termes de compensation par rapport aux services écosystémiques. Mais nous avons une solution qui est même inscrite dans l'accord de Paris. Mais l'article 5, qu'est-ce que l'article 5 nous demande? Mais au niveau du marché carbone, du marché du crédit carbone, aujourd'hui, nous demandons que nous allions vers le marché crédit carbone souverain. On nous a mis un produit un peu volontaire, un marché volontaire, volatile, une forme de Far West qui est dérégulé, qui n'est pas structuré, où à la tête du client, on nous propose 5 $, 8 $. Et tenez-vous bien, ce qui est assez choquant à mon sens, il faut dire les choses, ce qui est assez choquant à mon sens, mais c'est qu'on se retrouve avec les pays, entre guillemets, dits riches, les pays du Nord, qui, eux, ont accès à la tonne carbone qui oscille entre 50 et 125 $, aujourd'hui donc pratiquement à des taux souverains, et nous laisser dans ce marché dérégulé, ce Far West, excusez-moi l'expression, mais je pèse mes mots, ce Far West, qui ne permet pas de lever des appuis budgétaires qui pourraient contribuer dans notre PIB à hauteur dans nos économies entre 30 à 40 %. Ce n'est pas peu. Donc nous ne commandons pas. Là, il est question que nous, les pays riches, respectent les engagements pris et surtout comprennent que nous rendons ce service écosystémique en termes de rempart de l'humanité aujourd'hui, sans la prise en compte des pays du Sud que nous sommes, eh bien, nous allons basculer dans l'horreur. Ça va être invivable sur la planète. Est-ce que ces pays-là, justement, sont conviés à ce sommet de Brazzaville en octobre, Madame la ministre? Mais tout à fait. C'est pour ça qu'à l'issue de nos échanges à New York, auprès du secrétaire général, que nous remercions pour cet engagement fort qu'il a pris aujourd'hui, même au travers de la décennie de la restauration des écosystèmes et de la biodiversité, nous avons été donc au Brésil, reçus par le président Lula, nous saluons le retour du président Lula avec cet engagement fort pour des questions d'écologie, des questions de climat. Et nous avons été du côté également de l'Indonésie, parce qu'il fallait également cette grande locomotive qui est le Brésil du côté de l'Amazonie, du bassin amazonien, et l'Indonésie du côté du bassin du Bornéo-Mekong et de l'Asie du Sud-Est, au travers de l'ASEAN et d'un côté du CARICOM, nous rejoignent. Et nous allons bien entendu, on ne peut pas faire fi du reste du monde, des pays du Nord, puisque nous sommes dans une seule planète. Et il nous faut donc discuter autour d'une table en nous regardant droit dans les yeux, parce que l'étape de Brazzaville... Au-delà de la discussion, Madame la ministre, je me permets de vous interrompre. Non, mais au-delà de la discussion, à quand l'action? Est-ce que vous pensez que ce sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, qui se tient donc à Brazzaville en octobre prochain, va vraiment mener à du concret? Parce qu'on l'a vu, les COP qui se succèdent et qui aboutissent finalement à des discussions, comme vous l'avez dit. Nous sommes d'accord. C'est bien de discuter. Écoutez, madame, je vais vous dire sans détour, nous voulons être une étape de l'action. Nous avons les populations au centre. Nous avons des peuples autochtones, des peuples indigènes, à qui il nous faut réellement, dans le cadre des territoires, dans le cadre des départements, sécuriser et lever une économie alternative à une économie un peu plus agressive sur le plan de l'industrialisation, puisqu'il nous faut concilier le développement global et la prise en compte de la protection de l'environnement. Et qu'est-ce que nous avons au centre? Mais nous voulons déjà être en coalition, aller dans une relation sud-sud. Pourquoi? Mais parce que nous avons les mêmes atouts aujourd'hui. Et l'union faisant la force, au travers de la mobilisation du marché carbone, j'insiste, souverain, nous allons pouvoir aujourd'hui dire, voilà les projets intégrateurs, voilà les projets souverains des différentes économies internes que nous voulons lever, dans le cadre d'un développement durable inclusif. Nous avons identifié, parce qu'au travers de ce qu'on appelle les CDN, l'accord de Paris nous fait obligation de revoir nos CDN révisés tous les 5 ans. Aujourd'hui, les contributions nationales déterminées qui portent tous les engagements des États dans tous les secteurs de la vie économique et publique de l'État pour aller à un développement en prenant la notion de durabilité au centre. Nous avons donc identifié ces projets-là et nous voulons maintenant une COP réellement de l'action aujourd'hui. Donc, nous avons identifié des projets, nous allons fonctionner en coalition et nous allons avoir les jeunes qu'il faut mettre au centre, nous allons avoir les populations qui ont des projets, comme je l'ai dit, dans les territoires, nous allons travailler avec les différentes ONG parce que nous devons également, dans le cadre même d'un point très important, j'aimerais revenir là-dessus, l'agenda 2021-2030, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur la restauration des écosystèmes, il nous faut, parce qu'en même temps, il faut continuer à fonctionner en termes d'atténuation. Donc le reboisement, la forestation,
Donc, nous allons pouvoir concilier tout ça. Alors, concilier tout cela, et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure justement de cet aspect territorial. C'est un peu l'essence du plan de développement du président Sassou Nguesso, plan de développement 2021-2026, corrigez-moi si je me trompe. Et l'un des objectifs et l'une des ambitions primordiales, c'est le développement économique à travers l'industrialisation. Madame la ministre, en tant que ministre de l'Environnement, du Développement durable, pensez-vous réellement qu'aujourd'hui, il existe une stratégie pour pallier développement économique et enjeux écologiques? Ce n'est pas... Et notamment en ce qui concerne la déforestation. C'est intrinsèquement lié. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de développement sans prendre en compte la notion de durabilité. Nos projets, justement, issus de nos contributions nationales déterminées, s'appuient sur la notion de durabilité, donc la protection de l'environnement et sa conservation également. Et aujourd'hui, nous avons des projets qui sont justement des projets d'industrialisation, mais avec les nouvelles technologies qui prennent en compte justement ces questions de durabilité. C'est intrinsèquement lié, au point où l'une des innovations, quelque chose de concret. Parce que nous nous sommes posé la question de savoir, nous avons une COP climat, oui, d'accord. Nous avons une COP de la biodiversité, oui, qui se tient tous les 2 ans. Il nous faut concilier les deux, parce que c'est intrinsèquement lié. Vous voyez? Donc, même lorsque nous voulons parler d'industrialisation, nous disons, le problème de climat, oui, le problème d'environnement, oui, mais on ne peut faire fi de la biodiversité. Et donc, c'est aussi un moment très important de cette étape de Brazzaville, la conciliation, parce que les deux pôles sont intrinsèquement liés, le climat et la biodiversité. Donc, rassurez-vous, mais tout ça demande des financements. Lorsque vous voulez vous désengager des énergies fossiles, des énergies extractives, tout ce que vous voulez aller vers, par exemple, le solaire au travers les panneaux solaires, mais cette transition énergétique demande des ressources. C'est pour ça que je reviendrai sur ces appuis au travers du marché carbone souverain. Et nous disons, nous avons besoin des banques multilatérales de développement. Il y a une banque africaine de développement. De développement qui est partie prenante. Mais nous avons besoin du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. C'est toutes ces banques multilatérales qui devraient pouvoir lever et dérisquer pour le secteur privé pour permettre à ces grands industriels de venir investir de façon durable dans nos États et, au travers de la responsabilité sociétale des entreprises, réinjecter des projets pour les populations autochtones, indigènes, et surtout, aujourd'hui, nous avons à préserver, ces écosystèmes qu'il nous faut conserver, des tourbières, des mangroves, des forêts, et il nous faut dépolluer également, en matière de gérer également toute cette pollution, ce système des déchets à travers les déchets plastiques qu'il nous faut éradiquer. Et donc, toutes ces solutions, pour que nous ayons des matériaux biodégradables et autres, il nous faut des financements. Donc, tout ramène à la mobilisation financière et l'étape de Brazzaville a identifié ces niches. Et nous voulons qu'à Brazzaville, comme l'a dit le secrétaire général, la mobilisation financière va être faite. Et les Nations Unies vont pouvoir collecter, va nous servir de collecte. Nous avons besoin des organisations philanthropiques, aujourd'hui les Fortune 500, que nous invitons dans le cadre de cette responsabilité sociétale à faire œuvre utile, à être de bons citoyens, à reverser les 0,5% dans le cadre de leur chiffre d'affaires pour des questions dans des projets qui prennent en compte la notion de durabilité. Mais certains sont déjà très disponibles à le faire. Et nous avons besoin, vous savez, l'ODD 1, la pauvreté, il faut y passer. Les populations aujourd'hui sont au centre de tout. Nous avons également l'ODD 2, l'éradication de la faim. Alors, on parle d'éradication de la faim et l'agriculture durable. Je vous interromps. En parlant d'agriculture, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette interview, Madame la Ministre. On parle aujourd'hui de la République du Congo, de par sa richesse géologique et hydrographie. On parle du véritable grenier de l'Afrique. Comment? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan, une vision pour développer justement l'agriculture, pour que, effectivement, ce pays-là soit réellement le grenier de l'Afrique, tout en respectant, bien sûr, les engagements environnementaux? Écoutez, nous parlons d'une coopération Sud-Sud. Vous me permettrez, je pense que tous les pays du Sud concourent à aller vers ce que nous sommes, plus ou moins déjà, la consolidation du fait que nous sommes le continent de la solution, nous sommes les pays solutions et nous sommes également le grenier du monde aujourd'hui.
Sur le plan du climat, nous sommes le rempart. Sur le plan de l'agriculture que nous voulons résiliente, nous en sommes les gardiens, le grenier. Nous trouvons curieux qu'il y ait pris des textes qui excluent l'exploitation du cacao, du soja, tout ce que vous voulez. Ça ne nous dérange pas du tout. Mieux, ça nous permettra aujourd'hui de pouvoir développer nos propres industries, donc de pouvoir transformer les matières premières dans nos propres pays, parce qu'aujourd'hui, je vous dis que nous savons qui nous sommes, et c'est pour ça que nous allons marcher main dans la main en coalition pour continuer à être ce grenier de l'humanité, tant sur l'histoire de l'humain, de l'homme avec grand H, que sur la notion, la conservation et le rempart et la régulation de ces écosystèmes qui permettent aujourd'hui au monde de respirer par les poumons qui sont aujourd'hui les pays du Sud. En conclusion, je vous dirais, nous ne pouvons indéfiniment serrer la ceinture, nous les pays du Sud, pour que le monde riche respire. Il nous faut discuter, oui, mais aller maintenant dans l'action. Et là, je m'adresse à tous ces décideurs politiques. Il y a eu, c'est vrai, l'engagement politique est là, oui. Maintenant, il faut que les politiques portent également la démarche technique. Et il faut que tous ces pays riches soient réellement engagés auprès des pays du Sud, qui sont des pays solutions pour le reste du monde. Nous tendons la main aux pays du Nord qui seront autour de la table, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le retour que nous saluons des États-Unis d'Amérique, mais nous voulons qu'ils reviennent avec des démarches concrètes. Nous saluons également la démarche de l'Asie, la Chine, tout ce que vous voulez. Ils seront autour de la table avec nous parce que le sommet de Brazzaville, je vous le rappelle, est un sommet mondial qui concerne l'ensemble des parties prenantes qui habitent sur la planète Terre. Je le dirais tout simplement en ces termes. Merci beaucoup, Madame la ministre Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, de la République du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions et pour votre franchise. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.